J'ai contacté ma prof d'italien en vue d'une interview qui aura pour but de répondre aux questions que les élèves se posent au sujet des professeurs et autres. C'est la première fois que je propose quelque chose comme ça sur ma chaîne, car oui, ici on innove sur cette chaîne YouTube et ça fait plaisir. Bref, sur ce, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Le référencement, t'as capté quoi. Allez, je vous laisse avec la suite, bon visionnage. Alors dans un premier temps, je vais peut-être vous inviter à vous présenter et nous raconter un petit peu votre parcours avant de devenir enseignante. Donc je vous en prie, c'est à vous. Eh ben bonjour, déjà, c'est Bonjour. plutôt pas mal. Moi je m'appelle Alexandra, j'ai 29 ans, encore pour quelques mois, et je suis professeure d'italien, pour l'instant en lycée, mais j'ai aussi été professeure d'italien en collège. Donc tu voulais mon parcours. Ouais. Pour arriver jusque là, il y a la théorie et la pratique. En théorie, quand tu finis le lycée, tu vas à la fac, tu fais une licence puis un master. Et il y a ma version à moi, c'est-à-dire qui a été un peu chaotique. Déjà, j'ai pas le même bac que vous avez vous. Oui. Le bac, j'ai été en série littéraire. Il Mais y avait les filières aussi c'est à ça, il y l'époque, avait c'était pas différentes filières. il y avait On pas encore la avait réforme. littéraire, scientifique et éco et social. Moi, j'étais en série littéraire après avoir tenté de faire une année en scientifique, ce qui n'a Ah oui évidemment pas marché. Vous étiez plus faite pour le littéraire, quoi. Oui, c'est ça. Et puis voilà, et pourtant j'aimais bien les maths, la physique, la chimie, Ah ouais. etc. J'aimais bien, mais bon, mon cerveau et mes notes non plus, ça marchait pas. Donc bon, j'ai fait mon bac littéraire. Des fois, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Après le lycée, c'est toujours une question qui est très compliquée. C'est dur, ouais. Qu'on commence à vous poser très tôt d'ailleurs. On Exactement. commence à vous demander ça à la fin de la troisième et je trouve que c'est dur quand même. Et du coup, à la fin du lycée, moi j'ai fait une année en BTS commerce international, ce qui n'a absolument rien à voir. Vous n'étiez pas parti là-dessus sur le métier d'enseignant à la base J'y avais déjà pensé, Ouais, mais il y a eu ce truc de mais tu verras, le commerce ça ouvre plein de portes et en plus c'est bien payé. Oui, ça, Donc, on est tous d'accord là-dessus. donc je me suis dit, bon, commerce international, faut parler plusieurs langues, c'est dans mes cordes, donc voilà. Ok. J'ai pas aimé commerce international. Donc à la fin de la première année, pendant laquelle j'ai fait un stage de 3 mois aux États-Unis, je suis revenue des États-Unis et j'ai dit stop, plus de commerce. Et là je me suis inscrite à la fac, donc pour être professeure d'italien. Ok. Et donc oui, à partir de ce moment-là, donc licence LLCE italien, avec option métier de l'enseignement. Et puis voilà, comment j'en suis arrivée dans ta classe. Donc. Ok, très bien. Alors avant de commencer les questions, pour vous recontextualiser un petit peu le tout, il faut savoir que cette année, moi, je vais rentrer en terminale. Ça fait mal de dire cette phrase. Ça fait très très mal. Mais donc, il se trouve que vous avez été ma professeure d'italien pendant mes 2 premières années de lycée, donc la seconde et la première. Oui. Et il s'avère que malheureusement, vous devez quitter notre établissement cette année. Voilà, pour les raisons évoquées précédemment sur C'est ça. le fait de n'être que remplaçante. entre Voilà, guillemets. c'est ça. Il y aura une question là-dessus d'ailleurs. Mais disons que pendant ces 2 années, on a créé beaucoup de liens parce qu'il faut dire que par rapport à la majorité des professeurs, vous êtes quand même relativement jeunes et vous êtes quand même très proche de vos élèves en termes de relations sociales, en termes d'interaction. Mhm. Donc vous créez effectivement facilement et rapidement de la proximité avec votre classe. Donc vous comprendrez voilà, qu'on a créé beaucoup de liens parce qu'effectivement on a beaucoup de points communs. C'est sûr. Donc écoutez, je vous propose qu'on commence avec la première question. C'est parti. Alors donc on commence avec une des questions, je pense, les plus courantes que les élèves se posent. Est-ce que vous étiez une bonne élève à l'école? Est-ce que j'étais une bonne élève à l'école? J'étais une élève moyenne, à tendance nulle dans certaines matières. En fait, j'avais des notes moyennes, globalement partout. J'étais plutôt dans le bas du panier dans les matières scientifiques, tant que j'ai eu besoin de faire ces matières scientifiques à l'école. Et les seules matières qui se détachaient, c'était les langues, anglais et italien pour ma part. On remarquera à quel point j'ai choisi la facilité parce que j'ai choisi italien au lycée alors que je parlais déjà très bien italien. Ah oui, bah oui. Mais c'est pas grave, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient fait pareil. Donc c'était un petit peu moyen effectivement. Alors depuis quand vous vouliez devenir prof ou plutôt quand et comment ça vous est venu à l'esprit? Alors des fois je me pose cette question d'ailleurs et j'ai pas l'impression que ce soit un truc qui soit arrivé à un moment précis. J'y ai pensé plusieurs fois pendant que j'étais encore au lycée. En fait je pense que j'ai
toujours aimé aider les autres à apprendre une langue, en l'occurrence l'italien. Et donc quand je suis arrivée même au collège et que j'ai choisi l'italien, j'étais un peu celle qui aidait les autres en classe quand on ne comprenait pas trop tel et tel exercice. Le voisin ou la voisine d'à côté qui me demandait, j'aimais bien aider, ça me faisait plaisir. Et du coup, je sais pas, peut-être que c'est un truc qui est venu naturellement après, mais il n'y a pas eu C'était dans votre sang, quoi. A priori. C'était dans vos cordes. Puis comme apparemment, quand je vois les messages que je reçois sur Instagram de certains d'entre vous, j'ai l'air de faire plutôt bien mon travail, je pense que j'ai bien choisi. Et donc un petit peu dans la continuité de cette question, si vous n'aviez pas été prof, vous auriez fait quel métier? Vous auriez fait, pardon. Alors moi, à la base, et la raison pour laquelle j'avais choisi la filière scientifique qui n'a pas voulu de moi, a priori. Au début, ouais. Ça va pas du tout t'étonner, je voulais bosser dans le jeu vidéo. Ah ouais. Voilà. Eh oui. Moi, j'aurais voulu bosser Alors, on a beaucoup de points communs là-dessus. Effectivement. D'ailleurs, une de ces caméras est posée sur une pile de jeux vidéo. C'est vrai, juste là. J'aurais bien aimé, à la base, travailler dans tout ce qui était l'animation de jeux vidéo. Et en fait, pour tout ce il fallait un petit peu des compétences dans ce qui était matière scientifique. Il y avait de grandes barrières entre moi et ces capacités scientifiques que je n'avais pas. Alors comme tout le monde, vous n'êtes pas sans savoir que les méthodes scolaires se numérisent de plus en plus, notamment à travers les manuels scolaires qui, dans la plupart des établissements, ont été convertis en manuels numériques. Oui, le grand malheur de beaucoup de professeurs. À travers l'utilisation de tablettes notamment. Oui. Et donc en parallèle à toute cette numérisation, ce progrès technique, etc., vous en tant qu'enseignante, vous devez aussi assister à l'avancée fulgurante de l'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, qui est de plus en plus utilisé par les élèves. Oui, on en a parlé en cours d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ou plutôt optimiste envers l'IA? Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu votre opinion vis-à-vis de ça? Ouais, je suis plutôt optimiste à ce niveau-là, à vrai dire. Il y aura toujours des élèves qui vont mal s'en servir, dans le sens fais le devoir à ma place, tu es une IA, tu vas le faire à ma place. Mais il y aura aussi toujours des élèves, si on leur explique, qui vont comprendre que ça peut être un outil incroyable. Oui, et l'utiliser à bon escient. Et l'utiliser à bon escient, ça peut être un outil incroyable dans la mesure où, en fait, au lieu de lui demander de faire les choses à notre place, on peut demander plein d'autres choses. On peut demander par exemple, notamment à ChatGPT, de nous expliquer un point de grammaire qu'on n'a pas compris. C'est un test que j'ai déjà fait d'ailleurs. J'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer un point de grammaire pour voir s'il arrivait à me le réexpliquer. Et il le fait. On peut demander à ChatGPT de nous expliquer plein de choses qui peuvent être utiles dans le domaine scolaire sans pour autant que ça devienne une mauvaise utilisation. Et en plus, il me semble de toute façon que il y a maintenant, pour ceux qui cherchent un petit peu, moi c'est pas encore mon cas parce que j'ai pas eu ce genre de problème, il y a des moyens de déceler les choses qui ont été rédigées par ChatGPT de toute façon. Voilà. Donc je pense que c'est dans l'avantage des élèves de s'en servir, mais de la bonne manière et pas de la mauvaise. Dans tous les cas, on peut s'en servir comme un gain de temps, quoi. Ça fait gagner du temps. Bien sûr. Après, voilà, ça reste un outil qui n'est pas connecté à Internet, donc qui est sur une base de données qui va jusqu'à 2021, il me semble. C'est quelque chose de figé et ça prend dans ses réponses en compte la majorité de réponses qui ont été données par Internet. C'est-à-dire que demain, si on décide de tous troller ChatGPT en écrivant tous sur Internet que 2 plus 2 égale 12, et qu'on va lui demander après combien font 2 plus 2, il est capable de répondre 12. Donc voilà, je pense, après c'est mon point de vue, mais que quand on est au courant de ça, on peut facilement comprendre que c'est pas dans notre intérêt d'essayer de s'en servir de la mauvaise manière. Ok. Alors petite question qui personnellement m'intrigue, est-ce que c'est pénible de corriger des copies? Ouais, alors ça dépend peut-être du point de vue de chacun, hein. Bien sûr moi je réponds à toutes ces questions de mon point de vue à moi. Bien sûr. Moi personnellement, mais j'aime pas ça. Je n'aime pas corriger des copies. Un truc tout bête, une interro de vocabulaire, bon, c'est juste ou faux. De la grammaire ou de la conjugaison, c'est juste ou faux normalement. Si c'est de l'expression écrite, de la compréhension écrite, ça peut être plus long. Et du coup, moi, j'aime pas du tout corriger des copies. Donc ça peut me prendre un temps infini de me motiver à le faire. Des fois, je commence à corriger un paquet de copies un jour et je finis le lendemain
Du coup, des fois, Ouais. c'est pour ça que je vous rends des copies. Il y en a certains, ils ont des notes écrites en vert, d'autres en bleu, d'autres en rouge, parce que j'ai pas fait ça le même jour. Et puis, il faut dire ce qui est, il faut rétablir une vérité. Je suis adepte du travail à la dernière minute. Oui, bah, on l'est tous, franchement. Je suis pas forcément tous, parce que je pense Beaucoup de qu'il gens. y a des gens qui sont adeptes du travail. Au plus vite c'est fait, au moins on aura de choses à faire plus tard. Mais je suis adepte du travail à la dernière minute. M'en triche pas. Mais il se trouve que ça me réussit plutôt bien, parce que des fois je peux par exemple réfléchir à quoi faire comme activité en cours, je sais pas, 3-4 jours à l'avance, réfléchir pendant 2 heures dessus, je trouve rien d'intelligent. Mon cerveau débite que des bêtises. Par contre, la veille au soir, je me repenche dessus et là, d'un coup, une idée Ah, incroyable. ouais, d'accord. Donc, ça a l'air de me réussir, a priori. Des fois, ça met des petits coups de stress, mais non, j'aime pas trop corriger des copies, mais bon. Ok, ça va. Quelles sont les questions ou les réponses les plus drôles qu'un élève ait pu vous sortir? Oh là là. Est-ce que vous avez le souvenir de ça? Alors, Vous devez en avoir pas mal. j'en ai pas mal en tête. J'en rigole encore, et puis en plus, des fois, je veux dire un petit secret. Tous ceux qui regardent cette vidéo, et en plus, à mon avis, il y en aura certains qui seront déjà passés dans mes classes, c'est que quand je vois des trucs qui me font rire, je les prends en photo des fois. Et je les ai dans mon téléphone. Sur les copies, oui, j'ai des erreurs qui sont drôles des fois, des élèves qui inventent des mots. Des élèves qui oublient des doubles consonnes, et là ça peut être fatal en italien. On rappelle que quand on dit qu'on a 17, 18 ou je sais pas combien d'années, on a 18 anni, mais ça s'écrit avec 2 N, parce que fatalement, si vous enlevez un N, ça veut dire anus. Aïe aïe. Et donc j'en ai eu sur les copies. Non, mais des fois sur les copies, voilà, je rigole parce que vous écrivez des trucs, vous avez des idées, je sais pas d'où vous les sortez, mais elles sont incroyables quand même. Donc, Bon, on voit anus écrit sur une copie, on rigole quoi. oui, surtout quand l'élève en question dit qu'il en a 17. Sacré élève. Oui, vous êtes fun. Alors la suite, une question qui revient beaucoup aussi, est-ce que c'est fatigant de répéter toujours les mêmes choses à chaque cours et suivre le même programme scolaire? Personnellement, hein, du coup, encore une fois, c'est très personnel. J'aurais tendance à dire que c'est presque reposant, parce que si tu dois faire le même cours plusieurs fois dans la journée, la première fois que tu le fais dans ta journée, bon, peut-être que tu sais pas comment appréhender tel ou tel truc selon comment la classe va réagir ou si ça va marcher ou pas. Il faut aussi affiner un petit peu votre discours voilà. au fil de la journée. Et la deuxième fois, par exemple, tu affines ton discours, comme tu dis, tu peux voir telle activité a un peu moins bien marché, donc tu peux adapter, et même au niveau de la charge mentale de tout ça, tu l'as déjà fait une fois, tu dois pas te remettre sur d'autres rails, entre guillemets, et faire un truc totalement différent. Après, il y en a que ça peut peut-être saouler de répéter 15 fois la même chose, je sais pas. Mais moi, dans mon cas, comme les interactions avec les différentes classes ne sont jamais les mêmes. Pour exemple, vous étiez un groupe de première et j'avais un autre groupe de première. Ça ne se passait jamais exactement de la même manière pendant votre cours et pendant l'autre cours. Donc, au final, j'avais jamais l'impression de revivre 2 fois exactement le même cours. C'est les activités qui étaient identiques, mais le cours n'était pas strictement identique. De temps en temps, j'essaye d'insérer un truc un peu différent. Je veux dire, on va parler de quelque chose qui vous intéresse un peu plus vous. J'essaye d'écouter ce que vous avez envie de faire de temps en temps. Puis le jeu c'est ça, c'est d'essayer de ramener un coup de frais quand même. C'est ça, mais c'est de donner aux élèves envie d'être là, chose qui est très dure, hein, donner à des élèves envie d'être en cours. C'est très difficile, c'est pour ça que je fais de mon mieux pour que malgré le programme qui peut être un peu lourd parfois, essayer peut-être de l'aborder de manière un petit peu différente des fois, pour que ce soit le mieux pour vous. Ouais. Alors, honnêtement, est-ce que vous avez réellement dans certaines classes des chouchous, des élèves préférés? Non. Je dirais non. J'apporte une nuance à cette réponse. C'est que j'ai pas d'élèves préférés, dans le sens, demain je corrige un paquet de 30 copies, vous allez tous être notés pareil. Il n'y aura pas de favoritisme. Il n'y a aucun favoritisme, vous êtes tous notés pareil, je veux dire. Mais comme partout dans la vie, on peut avoir des humains préférés, tu vois. Il y a des gens avec qui on s'entend plus que d'autres. Demain, quelqu'un dans une classe qui trouve que les jeux vidéo ça sert à rien, c'est nul, et qui fait que des choses que moi je n'aime pas, peut-être que j'aurai moins d'affinité avec la personne, mais en tant que personne, pas en tant qu'élève. Au niveau de la fonction d'élève, il n'y a rien qui change. Vous assistez tous au même cours, donc vous êtes tous notés exactement pareil.
Je favorise personne. Ok, très bien. Alors une question qui nous avait été proposée par une de vos élèves, il me semble, sur Instagram. Probablement. Donc comment est-ce qu'on évolue lorsqu'on est prof remplaçant? Parce que comme vous aurez pu l'entendre au début, c'est vrai qu'elle a occupé le poste de prof remplaçant à mon établissement pendant ces 2 ans. Oui. Donc comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, il y a peut-être deux manières différentes d'aborder la question. Comment on évolue en tant que professeur dans son métier de professeur, on va dire. Et dans ce cas-là, je trouve que c'est peut-être même plus enrichissant que quand on est titulaire et donc toujours dans le même établissement, parce qu'on change toujours d'établissement, donc on doit toujours s'adapter à quelque chose de nouveau, et on voit plus d'élèves, plus de classes, plus de publics différents. Et donc, on peut tomber dans des établissements où on va être en galère, d'autres où ça va être super calme et super cool. Donc, au final, on devient un peu un super-héros de l'adaptation. Ouais. Comment on évolue personnellement, parce que je crois que c'était plutôt ça la question qui avait été posée. Ouais, on peut la regarder sous 2 aspects différents. Par une de mes anciennes élèves, donc, qui se reconnaîtra. Si elle regarde cette vidéo, Évidemment qu'elle la regarde. on lui passe un big évidemment. up. Ouais, personnellement, c'est pas toujours évident parce que on va dire que dans le monde du travail, il y a globalement il y a plein de types de contrats différents. Moi, je suis plus apparentée à un CDD, donc c'est-à-dire que c'est un truc qui est jamais sûr d'être renouvelé. Donc, à chaque fois qu'un contrat se termine, je ne suis jamais sûre d'avoir du travail par la suite. J'attends qu'il y ait une place quelque part dans un établissement pour moi. Et du coup, c'est vrai qu'on est dans une situation un peu instable. C'est instable financièrement, parce que par exemple, j'ai déjà fait une année où j'étais à mi-temps. Et on va le dire très clairement, c'était 715 € par mois. Combien Après, c'est instable même... au niveau des projets que tu peux avoir. Sur ces points-là, c'est un peu instable, mais on va dire que contrebalancé avec la demande qu'il y a, notamment pour les professeurs d'italien, ça reste acceptable. Et on remarque aussi, et il faut le dire, que quand on est prof remplaçant, on est payé moins que les profs titulaires pour le même travail. Ouais. Voilà, donc c'est aussi à prendre en compte. Donc bah écoutez, on espère que ça ira bien pour vous. Oui, là le c'est plus longtemps reparti. possible. C'est reparti au moins pour une année en tout cas dans le lycée où je vais aller. Alors, comment s'est passé le premier cours de votre vie que vous avez donné? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que c'était stressant? C'était il y a approximativement 5 ans déjà. C'est assez récent finalement. Oui, j'ai 29 ans, bientôt 30, mais... Hop, je vous coupe 2 minutes, juste pour vous dire qu'à ce moment-là de la vidéo, la caméra qui est censée cadrer le plan principal a décidé de planter. Donc pendant le restant de la vidéo, vous ne verrez qu'un plan. On s'excuse pour cette erreur technique, mais en même temps, jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez plus ma gueule, et ça c'est pas plus mal. Allez, bisous, je vous laisse avec la suite. Je crois que le premier cours que j'ai fait de ma vie était catastrophique. Remets-toi à la place de ces élèves-là. Ta prof d'italien est absente, et tu as une remplaçante pendant une semaine. T'en as rien à faire. En plus de ça, c'était donc dans un collège, et c'était dans un collège où évidemment apparemment tous les élèves les plus agités faisaient italien. Donc qui arrive face à une personne voilà, qui... C'était moins sérieux alors. Ça n'a pas marché du tout. Après voilà, le but c'était qu'ils entendent quelqu'un parler italien, ou plutôt hurler italien à ce moment-là, parce que c'était très dur de me faire entendre, mais... Ah ouais, à ce point-là. Le premier cours était compliqué. Je pense que les collégiens, ils sont plus dans l'optique de trop bien, on va pouvoir ne rien faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un élève vous pose une question sans que vous ayez aucune idée de la réponse? Et si oui, comment vous réagissez dans ces cas-là? Bien évidemment, oui. Bah oui, c'est ça. Je ne suis pas magique. Et d'ailleurs, c'est un de mes arguments quand j'essaye de faire comprendre aux élèves que c'est pas grave de se tromper. Oui, tout à fait. Bah, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche ensemble, on essaye de voir la réponse, et j'en profite pour le plus fiable possible. C'est ça, j'en profite pour expliquer qu'il ne faut pas utiliser Google Traduction et voilà. qu'on a d'autres alternatives. Par exemple, il y a une page de Reverso qui met les éléments en contexte. Et donc, ça te met ton mot dans une phrase pour que tu vois si c'est vraiment ça que tu voulais dire. Oui, on va mettre Reverso contexte en description. Je vous mets le lien. Ouais, t'inquiète, on va mettre ça. Si on peut aider des élèves. Est-ce que vous validez la thèse selon laquelle meilleur est l'enseignant, plus on apprend, et ce, plus facilement? Alors c'est sûr que, je parle aussi en tant que l'élève que j'ai été,
Ouais. Quand on apprécie un ou une prof, ça nous motive à faire plus d'efforts que quand on va dans la salle de la prof qu'on n'aime pas et Tout qui à fait, stresse ouais, tout le monde, et etc. etc. Parce que déjà, on l'aime pas pour une raison X ou Y, on est stressé. Peut-être que le ou la prof a une méthode qui ne nous correspond pas, parce que ça, il faut en parler aussi. Des fois, c'est pas une question d'aimer telle ou telle matière ou tel prof, c'est la personne qui a une méthode qui ne nous correspond pas, parce qu'on n'est pas tous pareils. Ouais. Mais alors, dans ce cas-là, oui, d'avoir un ou une prof qu'on apprécie et qui nous donne envie d'apprendre, forcément, on apprendra plus facilement, parce que c'est le cours qu'on aime bien, et comme on aime bien ce cours, on a envie de prouver qu'on fait bien. Mais après, on peut par exemple détester tel ou tel professeur. Ça vous arrive à tous, vous détestez des profs, certains, et je le sais. Une chose comme ça. Évidemment. Mais vous avez des prédispositions dans la matière, donc très fort dans telle matière, et donc même si vous n'aimez pas le ou la prof, vous avez de très bonnes notes, ou alors... En tout cas, on aime investir dans cette matière-là. Voilà, peut-être que vous aimez la matière sans aimer le prof, et que du coup, ça vous donne envie quand même de vous investir. En plus, vous avez toujours un peu cette carotte au-dessus de la tête qui est la notation. Ouais, exactement. Et si tu aimes, je vais dire n'importe quoi, admettons que tu aimes les maths, que tu aies des excellentes notes en maths, mais que tu détestes le ou la prof, mais vu que tu as des bonnes notes, ça te motive à continuer. Ouais. En général, on a toujours un petit peu ce truc dans notre tête de ne pas vouloir faire moins bien. Donc il y a plusieurs réponses possibles à ta question. Les profs peuvent influencer la manière de travailler des élèves, c'est certain. Ouais, ça fait la différence quand même. Sauf peut-être dans le cas de ceux qui ont des facilités dans telle ou telle matière, et donc ils peuvent passer au-delà de ça, Ouais, de d'accord. l'aspect, je sais pas si on peut dire affectif, parce que Ouais. c'est, oui, émotionnel, du lien avec le professeur, qui peut parfois être important pour certains élèves en tout cas. Et donc pour finir, est-ce que vous avez un mot à dire aux élèves qui nous regardent concernant la charge mentale des cours, etc. Est-ce que vous avez un message à faire passer Oui, bien sûr. Ce qui est important, c'est de savoir que, par exemple, si tu n'es pas fort dans telle matière, mais que tu veux pas du tout faire ça par la suite, du coup, c'est entre guillemets encore moins grave. L'important, c'est d'assurer là où on veut. C'est ça. Alors, je sais que ça peut quand même rester une source de stress avec tout ce qui est Parcoursup, etc. maintenant, parce que c'est le dossier au global qui est étudié. Mais je pense qu'il faut éviter de se stresser outre mesure. D'autant plus que maintenant, effectivement, avec Parcoursup, l'un des trucs qui peut vous rattraper, c'est que vous avez énormément de choses en contrôle continu. Bon, globalement, vous devriez tous vous en sortir. Mais je sais que l'environnement scolaire peut être très stressant pour les élèves. Pour beaucoup de gens, oui. Pour beaucoup de gens et pour plein de raisons différentes. Morale de l'histoire, ne vous stressez pas trop non plus, même si c'est facile à dire. Vous allez y arriver, et qui que vous soyez, moi je crois en vous. C'est un beau message pour une fin de vidéo, très bien. Mais écoutez, c'est la fin de cette entrevue. Merci beaucoup pour ça. Je remercie Madame Chiarenza pour cette belle interview. On a eu des jolis discours. Merci à toi. Et je pense que ça a été, ça peut être enrichissant pour beaucoup de jeunes qui nous regardent. Je dis ça comme si j'avais 80 balais. Au minimum 87. 87 même. Donc les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos dans le genre avec des interviews dans le style, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et manifestez-vous aussi si vous faites LV2 italien, j'ai envie de savoir. Si vous faites partie de l'élite. Évidemment, on est connectés. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, Chimère.